Bonjour, je vais vous parler pendant une vingtaine de minutes de ce que l'on appelle la Smart City. C'est une notion dont on parle beaucoup, de plus en plus. On parle de ville intelligente, de ville numérique, de ville connectée, de ville ingénieuse, de ville plateforme. Mais de quoi parle-t-on exactement quand on parle de Smart City? Et puis, ça ressemble à quoi une ville intelligente? Je m'appelle Sarah Emmerich, je me suis spécialisée dans l'accompagnement stratégique et éditorial des projets de territoire. J'accompagne par exemple des projets d'aménagement, d'urbanisme, d'architecture, de transport. Ma société porte le doux nom de Texte Symbole et j'ai rédigé un ouvrage il y a un an sur cette question de la Smart City pour essayer d'éclairer les enjeux et les acteurs de la ville numérique. Alors revenons aux fondamentaux. La ville, déjà, c'est quoi? C'est par essence un territoire de réseau. Depuis l'Antiquité, la ville, c'est le lieu des échanges et des réseaux humains, des réseaux commerciaux, ce sont des territoires de rencontres. C'est aussi, depuis fort longtemps, un lieu où se cachent, pas forcément se cachent d'ailleurs, des réseaux techniques, des réseaux de gaz, d'électricité, de distribution d'eau, d'assainissement. Dans la ville, les réseaux sont partout. Ils sont partout depuis le Moyen-Âge et sous les trottoirs de nos villes se cachent de nombreux réseaux. Finalement, le numérique va être un réseau supplémentaire et très important dans cette ville, territoire de réseau. Nous avons des réseaux enterrés. Alors je voudrais dire d'abord que quand on parle de ville numérique, on ne parle pas de virtuel et on ne parle pas d'immatériel. Pour créer une ville numérique, une ville connectée, la première des choses qu'on a à faire, c'est de défoncer des trottoirs pour faire passer des lignes téléphoniques, ça depuis longtemps, la fibre optique, des réseaux multiples. Il faut réserver des emprises foncières pour installer des data centers, on y reviendra, c'est important. Donc, la ville numérique, c'est avant tout une ville connectée, riche de réseaux. Alors, lorsque l'on parle de numérique, on a d'une part des réseaux enterrés avec le FTTH. Le FTTH, c'est Fiber to the Home, c'est le très haut débit par la fibre dont tout le monde, même les personnes privées, ont entendu parler. C'est des réseaux de téléphonie mobile. C'est le Wi-Fi, le Li-Fi par la lumière dans les immeubles. Le numérique est partout, il irrigue l'ensemble du territoire. La ville est déjà numérique. La transition numérique, c'est-à-dire la numérisation de l'espace urbain, qu'il soit public ou privé, c'est-à-dire les maisons, les appartements, les écoles, les hôpitaux, les trottoirs, les magasins, les rues, les abribus, tout accueille des infrastructures numériques fixes ou mobiles. Tout le monde est connecté désormais au numérique, tout le monde est toute chose. Il y a ces réseaux, il y a vous et moi, puisque nous nous baladons dans la rue avec un smartphone dans la poche, et ce smartphone est un terminal mobile qui nous relie au réseau et qui fait de nous des terminaux géolocalisables, identifiables, et on peut accéder à des services, faire des requêtes en bougeant, donner aussi des renseignements à ceux qui se connectent à nous, aux services auxquels on est abonné. Il y a des objets connectés, on en parle peu, mais il faut savoir que la connexion homme-machine à Internet, c'est vraiment le dessus de l'iceberg, au sens propre du terme, c'est-à-dire à peu près 1/10 de ce qu'est Internet aujourd'hui. Les objets connectés, ce sont des puces,
des capteurs, des tags qui se connectent à Internet et qui donnent des renseignements. On verra des exemples plus tard de connexion par objet connecté. Il faut voir que le territoire est d'ores et déjà connecté. Et cette numérisation de nos vies quotidiennes, du numérique dans le territoire, transforme la ville numérique, transforme déjà le territoire, transforme déjà la façon dont on appréhende la ville par la géolocalisation. La petite illustration que j'ai mise sur le slide le montre. Pour les Parisiens qui ont essayé d'aller à Roissy ce matin, c'est une évidence. Uber, Blablacar, Airbnb, toutes ces applications que vous connaissez, que vous utilisez ou dont vous avez entendu parler, transforment la façon de voir le territoire, transforment la façon d'utiliser la ville. Lorsque vous êtes dans la rue et que vous recherchez sur votre smartphone le restaurant qui est à côté de vous, que vous consultez les avis qui ont été donnés sur ce restaurant, que vous pouvez réserver votre ticket de cinéma avant d'y aller et commander une voiture, vous voyez bien que votre façon de vivre la ville a déjà considérablement évolué en quelques années. Ça change aussi la géographie physique du territoire. Je pense aux magasins en drive, par exemple dans les banlieues ou dans les villes de moyenne importance, dans les territoires périurbains ou dans les territoires ruraux. Les magasins drive, on commande sur Internet, on passe en voiture, on ne descend pas de sa voiture, on prend sa livraison, transforme véritablement la géographie physique du territoire. On peut d'ailleurs s'interroger sur l'avenir des centres commerciaux qui ont fait florès en périphérie des villes. C'est sûr que le numérique et la nouvelle façon de vivre en ville avec le numérique va considérablement transformer le territoire urbain. Je pense aussi aux espaces de coworking. Alors ça fait longtemps, ça fait 40 ans, 45 ans qu'on parle du télétravail et qu'on se dit un jour les gens ne prendront plus les transports en commun tous les jours pour aller travailler et ils feront du télétravail. Bon, ça fait 40 ans qu'on en parle, ça marche toujours pas, mais le numérique a relancé cette question-là en se disant est-ce qu'on ne travaillerait pas de façon à la fois indépendante et en réseau. Le réseau, c'est quand même une notion essentiellement numérique et on voit quand même dans beaucoup de villes se développer ces espaces où les gens vont travailler ensemble tout en étant travailleurs indépendants. On peut parler d'une ubérisation du travail. N'empêche que cette réalité arrive dans les villes et modifie la façon de vivre la ville. On pourrait parler également des Fab Labs qui portent une espérance de réintroduire en ville l'industrie, alors que l'industrie, les activités productives du secondaire ont dû quitter les territoires urbains pour aller dans les périphéries. Les Fab Labs portent cette volonté de réindustrialiser l'espace urbain et de réintroduire une espèce d'artisanat numérique et de fabrication à la demande dans l'espace urbain. Les AMAP qui sont cette façon de faire des circuits courts avec des agriculteurs proches du territoire urbain, c'est aussi une façon de réinventer les circuits de distribution, l'économie collaborative, la desserte du dernier kilomètre par des véhicules électriques, les livraisons en vélo. Alors vous allez me dire, tout ça, quel rapport avec le numérique ? Pas grand rapport si on se dit que livrer un panier de légumes à vélo, ça n'a rien de numérique.
Il n'empêche que les plateformes de commande sont des leviers importants. On n'a pas besoin du numérique pour faire de l'autopartage, mais sans le numérique, il n'est pas sûr que Blablacar aurait eu le même succès. Donc le numérique transforme considérablement, physiquement, l'espace urbain, et cette transition de la ville, elle est déjà réelle. Alors, là-dedans, on se dit, le numérique, c'est déjà là, tous ces acteurs, on les connaît, Uber, Blabla, Airbnb. Est-ce que finalement la ville ne devient pas numérique toute seule? Ben, oui et non. Parce que comme je le disais en introduction, il faut des gros tuyaux, il faut des infrastructures solides et robustes. Quand on utilise son smartphone pour commander un taxi, on ne se rend pas forcément compte de la robustesse et de l'importance des infrastructures auxquelles on fait appel. Donc, il faut une politique d'aménagement numérique du territoire. Cette politique, elle est en place, elle commence à se développer, on va dire depuis une bonne petite dizaine d'années. Sur mon slide, j'ai évoqué 2 lois, mais il y en a plus, hein, il y a plus d'organisation du numérique que cela, mais on va dire il y a 2 lois fondatrices. La loi de modernisation de l'économie qui date de 2008 et qui instaure pour chacun le droit à la fibre, de la même façon qu'il y avait le droit à l'antenne pour la télévision au milieu des années 60. La loi Grenelle 2, elle date, elle, de 2010, et entre autres recommandations sur le déploiement du numérique, elle impose que l'aménagement numérique soit inclus dans tous les documents d'urbanisme faits par les communes. C'est-à-dire que les plans locaux d'urbanisme, ce que l'on appelle les PLU, doivent inclure un schéma d'aménagement numérique. Toutes les régions doivent élaborer un SCORAN, c'est un schéma de cohérence régionale d'aménagement numérique. Tous les départements de France, ils l'ont fait à 90%, doivent élaborer un schéma départemental d'aménagement numérique, lequel SDN doit évidemment être en cohérence avec le schéma régional. Donc désormais, nous avons 13 régions qui vont faire leur schéma d'aménagement numérique. Nous avons des départements qui le font en cohérence avec les schémas des régions. Nous avons de nouvelles métropoles qui voient le jour. Alors très près de nous, à Paris, la métropole du Grand Paris. La loi prévoit que dans les compétences de la métropole du Grand Paris vient l'aménagement numérique et qu'un schéma d'aménagement numérique de la métropole du Grand Paris soit fait. Donc, il y a bien un cadre législatif et un cadre administratif du déploiement du numérique en France. Et c'est notamment fait pour le déploiement du numérique dans les villes. Les villes, les collectivités, les régions peuvent également créer un réseau d'initiatives publiques. Ce qui figure sous le sigle RIP sur mon slide. Donc un réseau d'initiatives publiques, ça sert à quoi? Eh ben, ça sert pour les gens qui... on connaît tous les box avec le triple play. Vous pouvez avoir la télé, Internet et le téléphone grâce à votre box. Alors ça, c'est en théorie, parce que dès qu'on est à la campagne, un petit peu loin, mais dès qu'on est en banlieue, dans une zone grise ou mal couverte, bah, on est content quand on a le téléphone, on est content quand on a Internet, et puis de temps en temps, on peut télécharger un film s'il y a assez de bandes passantes, mais c'est pas tout à fait évident. Donc les réseaux d'initiatives publiques, ce sont des réseaux qui ont pour vocation de mettre à disposition la fibre optique pour les habitants. C'est pas du tout anecdotique, il y a 130 réseaux d'initiatives publiques en France.
Donc tous ces schémas d'aménagement, tous ces déploiements d'infrastructures et de réseaux numériques sont importants pour comprendre ce que c'est que la ville numérique et ce que c'est que la ville intelligente. Il y aura bientôt, prochainement, un essai de route connectée. Alors la route connectée, c'est pas encore pour les véhicules autonomes de type Google Car dont on pourra parler, mais c'est aussi pour les systèmes de guidage, d'assistance, de secours, et ça implique sur toutes les infrastructures routières et autoroutières en France des investissements importants. Donc j'y reviens, le numérique, ça n'a rien de virtuel, ça n'a rien d'immatériel, et la ville numérique est possible dans des territoires qui ont des schémas d'aménagement numérique. Dans ce contexte où on voit le numérique demande un savoir-faire, un investissement et une programmation, une planification importante, les territoires voient apparaître de nouveaux opérateurs. Alors historiquement, les villes, les territoires étaient habitués à traiter avec des spécialistes de la gestion des eaux, des spécialistes de l'assainissement, des spécialistes de la propreté, des spécialistes de l'espace urbain, de la construction des routes. Je ne vais pas citer de nom, mais de grands opérateurs sont des partenaires traditionnels des villes, des régions, des collectivités et de l'État. Maintenant, dans cette façon de fabriquer le territoire et de fabriquer la ville, de nouveaux opérateurs sont apparus, avec lesquels on n'avait pas l'habitude de traiter pour ces questions-là. Ce sont des noms que le grand public connaît, au premier rang desquels IBM, qui a un petit peu lancé l'expression Smart City avec son programme IBM Smart Cities. Et c'est eux qui ont un petit peu labellisé ce mot de Smart City qui a tant de succès actuellement. Donc je reviendrai sur ce schéma qui malheureusement n'est pas en français, mais qui est important parce qu'on voit bien, il y a trois polarités sur ce schéma. Vous voyez un petit peu les pouvoirs publics en bleu. En vert, vous voyez tout ce qui est réseau traditionnel de l'espace urbain, réseau d'énergie, d'eau, eau potable, eau d'assainissement, réseau de transport, évidemment. Et puis sur la gauche, vous voyez tout ce qui est la sphère sociale, sociétale, éducative et privée. Et donc les nouveaux opérateurs, IBM, Cisco, Steria, Intel, Google, évidemment, disent « Nous, on va vous aider à fabriquer la ville ». Ce qui fait, on va vous aider à fabriquer la ville et comme le numérique est essentiellement transversal, nous allons couvrir toute la chaîne de valeurs et de préoccupations qui concernent la ville. Puisque la ville, je l'ai dit, c'est un territoire de réseau depuis toujours. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un territoire complexe. La ville est un milieu où se croisent énormément d'intérêts différents, de gens différents. On est à la fois cycliste, on est à la fois automobiliste, on est à la fois parent d'élèves, on est à la fois client malheureusement d'un hôpital. La ville est un territoire où les gens font plein de choses, ont plein d'intérêts différents à des moments différents. Donc ces opérateurs disent au pouvoir public, alors les pouvoirs publics traditionnellement, cette sphère bleue, elle traite avec qui? Elle traite avec les opérateurs traditionnels qui font les routes, la distribution d'électricité, les réseaux d'assainissement, la propreté, et puis évidemment elle traite avec les administrés qui sont ici, les collectivités éducatives, les écoles, les hôpitaux, et puis les gens évidemment. Maintenant, les pouvoirs publics voient arriver ces nouveaux opérateurs qui viennent avec les opérateurs classiques parler au pouvoir public et proposer des solutions et des applications pour la vie des administrés.
La ville intelligente, on en parle énormément. Il y a énormément de salons, énormément d'interventions faites autour de cette thématique de la Smart City. Il faut dire que les promesses sont immenses, ce qui pousse à s'intéresser à la question. Tant les promesses sont tellement importantes, on promet une ville plus fluide, plus réactive, plus souple, plus proche des administrés, qui va offrir plus de services, qui va complètement changer la vie quotidienne des habitants des villes. Et ces promesses, elles sont valables sur l'ensemble du territoire de la ville, c'est-à-dire sur l'ensemble de toutes ces choses qui constituent finalement la vie en ville, les relations qu'on a avec l'administration, la sécurité en ville, la vie éducative, la vie à la maison, la fluidité des transports, les économies d'énergie, ça concerne tout. Pour l'administration, la Smart City, la promesse de la Smart City, c'est qu'on va pouvoir, et c'est en partie tout à fait vrai, on le voit d'ores et déjà, déposer un permis de construire de façon dématérialisée, suivre son évolution, avoir une nouvelle, demander un passeport, recevoir un SMS quand le passeport est prêt. Tout ça, c'est de la Smart City. Ça promet beaucoup plus, ça promet de participer, de co-construire. Depuis Obama en 2008 et son programme Open Government, on voit bien que les citoyens sont sollicités pour participer de façon proche à l'élaboration des politiques publiques. Dans l'habitat, ça promet une meilleure sécurité, un plus grand confort, l'ubiquité, quasiment je ne suis pas à la maison mais je peux intervenir à la maison. Mon frigidaire va me dire avec ce qui te reste à l'intérieur du frigidaire, pourquoi tu ferais pas ça comme plat? De toute façon, c'est tout ce que tu peux faire avec ce que tu as. Il faudrait faire une nouvelle commande en commandant ça, ça et ça. Pour l'énergie surtout, et j'ai mis en avant le terme Smart Grid. Les villes sont confrontées toutes au même défi. Il faut optimiser les ressources, réussir la transition énergétique et décongestionner les villes pour réussir à faire des villes denses, pas trop polluées et qui réussissent à lutter contre les effets nuisible de la densité sur l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut construire la ville sur la ville tout en évitant la congestion, l'engorgement, les îlots de chaleur. Alors, la promesse des Smart Grid, c'est de pouvoir lisser la consommation d'énergie, réussir à rationaliser la consommation pour réussir à réduire la consommation électrique. La promesse des Smart Grids, c'est aussi de dire l'énergie produite localement grâce aux panneaux solaires, grâce aux éoliennes. On va pouvoir la distribuer de façon ascendante, l'incorporer dans les réseaux d'énergie classiques. Et grâce aux Smart Grids, on va réussir le mix énergétique. On en reparlera ensuite. Pour l'instant, je parle des promesses et des réalisations du numérique. Pour l'eau et les déchets, le numérique va permettre, grâce à des capteurs, de mesurer la quantité de déchets pour rationaliser les collectes, va permettre de faciliter la réutilisation des eaux grises, c'est-à-dire des eaux utilisées dans les éviers, les lavabos, pour les chasses d'eau par exemple, de recycler l'eau. Pour l'environnement, on va pouvoir contrôler la qualité phytosanitaire des arbres. C'est pas de la science-fiction. Chaque arbre à Paris est équipé d'une puce qui est un petit peu son dossier phytosanitaire, le dossier médical de l'arbre. Pour les transports, ça sera plus fluide. On voit déjà que les transports, on peut maintenant avoir des applications qui nous permettent de passer du métro au train, au bus, à la voiture, à l'autopartage. On va faciliter ce qu'on appelle l'intermodalité.
Pour l'investissement, c'est-à-dire pour faire des choses en ville, pour bâtir des projets, on fait des budgets participatifs, on fait des plateformes de concertation, on fait appel au crowdfunding. Les collectivités territoriales sont tout à fait intéressées par le crowdfunding, comme elles ont des baisses de dotation de l'État, des ressources qui diminuent. Le crowdfunding est une piste intéressante pour les investissements urbains. Pour le tourisme, pour l'éducation, pour la santé, qui est une question de plus en plus importante parce que les départements, qui est un peu les départements, c'est le guichet social des pouvoirs publics, pour le maintien à domicile des personnes âgées, par exemple. Le numérique est une piste importante. Pour la sécurité, la vidéosurveillance, on ne parle pas des nombreuses caméras qui se déploient sur le territoire urbain, les droits d'accès, les contrôles biométriques. Sur tous ces secteurs de la vie en ville, le numérique intervient. Question qu'on se pose traditionnellement, alors c'est une utopie ou alors c'est Big Brother? Je parlais tout à l'heure des nouveaux entrants, IBM, Seria, Cisco, Intel. Je ne peux pas ne pas parler de Facebook et Google. Alors vous avez sur la droite de l'écran, vous l'avez reconnu, Mark Zuckerberg, qui regarde avec son architecte les plans de Z-Town. Z-Town, c'est son projet en Californie de ville Facebook. En bas de l'écran à gauche, vous avez Google Mountain View. C'est le projet de ville Google. Alors j'ai écrit utopie ou dystopie, parce qu'évidemment une ville Facebook, ça peut faire envie, ça peut faire un petit peu moins envie que Venise, Rome ou Paris. Ça déclenche surtout d'importantes critiques, notamment en Californie en ce moment, où il y a un mouvement social qui proteste contre ces villes qui sont, le mot est fort mais il est révélateur, qui seraient des ghettos pour col blanc. Ce sont des villes où sont appelés à vivre des ingénieurs informaticiens et leurs familles, des cadres supérieurs et les habitants traditionnels de la Californie voient évidemment les loyers s'élever, exploser et sont rejetés de plus en plus à la périphérie des villes. Ce qu'on reproche à ces villes, en gros, c'est de devenir des villes servicielles qui transforment le citoyen en abonné. La deuxième photo vous montre des smart cities dont on parle énormément et qu'on cite énormément en exemple. En haut de l'écran, Songdo, en Corée du Sud. Songdo, en Corée du Sud, ville nouvelle de 53 km². Alors, revenons à la réalité, 53 km², c'est la moitié de Paris intramuros. C'est la ville modèle de la Corée du Sud, celle où est construite en ce moment une tour de 486 mètres de haut. Tous les bâtiments de cette ville sont construits en haute qualité environnementale. L'opérateur, c'est Cisco, qui construit l'infrastructure numérique de cette ville et qui a installé à son dos son centre de recherche et de développement sur la Smart City. En bas de l'écran, vous avez Masdar dans les Émirats à Abu Dhabi. Alors Masdar, tous les bâtiments sont à énergie positive, c'est-à-dire qu'ils créent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. J'ai voulu mettre en bas à droite l'image des petites voitures autoguidées qui desservent Masdar. Ce sont des petites voitures solaires qui desservent les bâtiments donc à énergie positive de Masdar à Abu Dhabi. Alors Masdar, c'est 6,5 km². Donc c'est un petit quartier, on va dire. Ce n'est pas tout à fait une ville. Alors, est-ce que ça veut dire que la Smart City, il faut la construire à partir de rien, sur rien,
comme les villes de Facebook, de Google, comme Songdo ou Abu Dhabi. Dans nos villes, est-ce qu'on a une Smart City? Alors oui, dans nos villes, nous avons des réseaux publics, des infrastructures publiques, et puis nous avons des initiatives publiques. Alors j'ai mis deux images un petit peu iconiques pour les Parisiens. L'autolib, qui est une proposition faite par un territoire d'infrastructures, d'applications. Nous avons un budget participatif à Paris, mais ça n'a pas du tout été inventé à Paris. Beaucoup de villes en France ont déjà ouvert. C'est possible avec l'open data. Et c'est très important dès qu'on parle de services numériques dans la ville. Donc on a cette proposition, en fait on a une couche de numérique qui vient irriguer un espace public traditionnel des vieilles villes qui vivent depuis longtemps. Sur ces propositions, sur ces réseaux publics, sur ces initiatives publiques, se greffent des innovations ascendantes, des innovations citoyennes. L'hybridation serait même un mot important pour que la ville ne soit pas un modèle de ville monitorée, de ville pilotée par ordinateur, comme peuvent l'être ces villes que sont Songdo et Masdar. Au contraire, dans la ville classique, le système s'hybride avec de l'innovation ascendante. Je vais finir mon intervention en parlant par exemple des citoyens capteurs. Les citoyens capteurs, c'est une initiative très intéressante de citoyens qui mettent des capteurs sur leur vélo pour mesurer la pollution atmosphérique. Prenons de nouveau l'exemple parisien. À Paris, Air Paris dispose de 10 stations pour mesurer la pollution. Ce sont des infrastructures, des stations très coûteuses. Et en fait, les citoyens capteurs montrent bien qu'il peut y avoir une analyse beaucoup plus fine, beaucoup plus précise, parce que beaucoup plus mobile et beaucoup plus légère de la pollution atmosphérique à des coûts moindres. Ça veut dire que là, on a une hybridation citoyenne qui permet de réduire la dépense publique. OpenStreetMap, c'est aussi une initiative intéressante. OpenStreetMap, c'est une initiative mondiale qui consiste à cartographier le territoire de façon collaborative. Ils organisent ce qu'ils appellent des cartoparties en France. Et ça a permis, par exemple, de cartographier tous les lieux accessibles aux handicapés. Donc les personnes handicapées peuvent, grâce à OpenStreetMap, savoir où passer quand on a par exemple un fauteuil roulant ou une poussette, et puis dans quel restaurant, dans quels endroits, dans quel cinéma on peut se rendre parce qu'ils sont totalement accessibles aux personnes handicapées. Donc on a le modèle de la Smart City tel qu'il a d'abord été présenté par les opérateurs, qui est, on va dire, un modèle de ville monitorée, où la promesse, c'est on va modéliser la ville et on va pouvoir voir et faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant grâce au numérique. Et puis, on a cette hybridation qui se fait avec même les opérateurs qui comprennent que l'hybridation c'est peut-être l'avenir, qui se fait avec une hybridation de systèmes monitorés tels que ceux que les présentent les nouveaux opérateurs, avec les initiatives d'une communauté de développeurs, d'une communauté d'activistes du web, et c'est sans doute cette hybridation qui fait vraiment la ville intelligente. Merci beaucoup.